Salut tout le monde, c'est Ginji. On se retrouve pour la rubrique Mutant Masterminds. Et oui, ça fait longtemps. J'ai dû le mettre en pause pour plein de raisons, mais on va pas s'arrêter sur ça. Voilà. On va poursuivre puisque si vous êtes là parce que vous avez vu mes précédentes vidéos sur Mutant Masterminds, je sais qu'il y en a. Ben déjà, je vous dis bienvenue. Et si vous n'avez pas vu les éléments de la playlist de Mutant Masterminds, je vous conseille plutôt de remonter sur les anciennes vidéos, même si le sujet que je vais traiter aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de designer souple pour Newton and Masterminds. Et ça va vraiment parler d'une partie théorique, on va pas parler pratique, puisque parler pratique, ça demanderait de parler de données et aussi de comment essayer d'ajuster certaines choses et surtout que le livre du meneur de jeu fait amplement ce travail. Voilà. Alors, Mutant and Masterminds, petit rappel, c'est un jeu de rôle de super-héros qui a été édité par Green Rollin à la base et en France chez Black Book Edition. Et c'est un jeu de rôle qui vous permet de jouer du super-héros avec un simili système des 20, avec un des 20 uniquement pour pouvoir résoudre les choses. Vous allez avoir des héros. Les héros ont en matière de mécanique ce qu'on appelle des points de pouvoir et des niveaux de pouvoir, tout en sachant que la progression peut essayer d'être ajustée selon votre convenance. Par exemple, par défaut, il est plutôt conseillé que les meneurs de jeu, en fin de session, donnent des points de pouvoir et chaque multiple de 15 voudra dire que vous êtes monté dans un niveau de pouvoir. Voilà. Alors, pour essayer de designer la création de personnages, tout ça, c'est déjà fait. Mais maintenant, on va parler plutôt de la partie scénaristique. On va reprendre un concept, me semble-t-il, qui est présenté dans le livre du meneur de jeu. Quand vous allez présenter un vilain au héros, il est toujours on part toujours du principe que les vilains, le vilain principal, aura toujours 2 à 3 niveaux de plus que les héros. Alors, est-ce que ces 3 niveaux-là, potentiels, ont la même, ont une portée qui est si évidente que ça à imaginer? Ben en vrai, pas tellement. La manière dont vous designez un personnage va toujours restituer une expérience bien précise. Vous pouvez avoir un personnage qui se focalise sur une diversité de compétences, ou qui se focalise sur des caractéristiques, ou qui se focalise sur des pouvoirs, ou des équipements, des gadgets, des sbires. Pas mal d'éléments vont venir changer la chose. Ce jeu fait partie des jeux où en fait la meilleure méta c'est de jouer ce que vous avez l'intention de pouvoir faire jouer, tout en sachant que vos personnages ont des complications. Donc, pour les complications, c'est pas vraiment des faiblesses directes, c'est pas juste des faiblesses élémentaires, etc. C'est vraiment des éléments que le meneur de jeu va utiliser comme éléments d'adversité personnelle pour les personnages. Un truc qui me vient en tête quand il s'agit de designer souple les scénarios, vous devez garder ceci en tête. Je ne sais pas au moment des faits si le supplément Super Team est sorti. Et quand je parle de Mutant Masterminds pour ma rubrique, je parle vraiment à l'échelle, entre guillemets, je parle en français, mais à l'échelle internationale. Donc voilà, ceux qui ont envie de prendre de l'avance et de l'acheter en numérique pour pas cher, vous allez sur le store de Green Ronin. Mais il y a un supplément qui s'appelle Super Team, qui permet en fait de donner une idée de conception de comment ça se passe avec des super équipes. Il vous propose même pas mal de super équipes que vous aurez juste à imprimer des pages dédiées et c'est bon, vous avez des héros. Parce que c'est un bel avantage que possède Mutant Mastermind. Tu peux regarder des créatures du Rogue Gallery, tu peux regarder des personnages, ou même tu peux regarder une stat block, je sais pas moi, de ninja de très très grand niveau, et en fait tu te dis, ah, si je décidais de faire jouer ça, et tu peux tout à fait le faire. Ce qui est bien, c'est que en fait, il y a une universalité dans la manière de dépenser les points, autant chez les personnages joueurs que non joueurs. C'est juste que il y a une idée de stratification des pouvoirs entre le niveau 0 et le niveau 20, entre guillemets,
qui va vous permettre de designer. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce qu'en fait, il y a un truc qu'on ne dit pas dans le jeu de rôle et un truc qu'on voit dans les comics, mais que mis bout à bout, les deux ensemble, ça donne un résultat différent. Quand vous jouez à Mutant Mastermind, rien ne dit que vous allez jouer une espèce de super équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas jouer des 4 fantastiques, des Power Rangers, ou encore des espèces de tortues ninja. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire une espèce d'équipe thématique. En fait, vous allez plus jouer une équipe qui ressemble plus ou moins à des Avengers. C'est des personnes avec une énorme disparité parce que les joueurs n'ont pas les mêmes besoins ou la même définition du héros adéquat qu'ils ont envie de jouer pour une campagne. Et quand vous allez vous rassembler pour faire une équipe, vous allez apporter l'altérité de ce qu'un individu va apporter à l'autre si vous êtes joueur. Donc par exemple, vous pouvez avoir un androïde métamorphe, de l'autre côté une descendance d'une divinité mineure d'un culte qui aurait disparu, un extraterrestre. Le fait est que vous allez jouer, si vous jouez à Mutant Mastermind, ensemble avec un certain nombre de personnages qui seront disparates. C'est là où intervient par exemple les complications. Les complications ne sont pas juste des faiblesses que tu vas mettre au personnage, mais aussi des éléments scénaristiques. Votre personnage, en matière de complications, qu'est-ce qu'il peut avoir? Qu'est-ce qui est souvent représenté, par exemple, dans les Stalgok? Des fois, c'est une personne qui a une envie. Par exemple, je me souviens du supplément avec des jeunes super-héros. Il y en a, ils ont envie de faire leur preuve. Ils ont envie de ne pas être le sidekick seulement. Ils ont envie d'être un héros complet. Ils ont envie, en fait, de pouvoir surmonter une faille qu'ils ont eue. Ils ont attiré, en fait, l'attention. Votre personnage a peut-être attiré l'attention d'un groupe qui veut vous utiliser comme moyen de pression, etc., etc. Quand vous allez être, en tant que meneur de jeu, en tant que de construire une aventure, vous devez prendre en compte ces notions. Vous voyez, dans le jeu de rôle, c'est une critique qui est bienvenue. Hein. Ça veut dire faire cette erreur peut être quelque chose de dommage. Les joueurs peuvent vous le pardonner, mais c'est quand même une grosse erreur. C'est de ne pas être capable d'intégrer l'histoire des personnages dans le récit. Dans Mutant Mastermind, c'est nécessaire parce que il existe des complications qui vont venir donner en fait du corps au personnage, mais aussi qui vont venir créer des éléments pour faire intervenir justement ces différentes forces si jamais il y en a besoin. Parce qu'en vrai, avec le recul, on peut très bien se passer du fait d'utiliser une complication qui par exemple est spécifique à l'arc narratif dans lequel vous êtes et juste vous en tenir à l'arc narratif. Mais pourtant, il faut quand même rajouter des éléments qui rappellent d'une espèce de continuité. Mutant Mastermind, tu peux facilement le jouer en one-shot, en petite campagne, en grosse campagne, il n'y a pas de souci. Mais l'avantage quand vous jouez à ce jeu de rôle de super-héros, c'est que vous commencez au niveau que les meneurs de jeu ont décidé. Et c'est ça qui va commencer à faire la différence. Vous êtes meneur de jeu, vous devez essayer de designer les personnages de départ, tout en sachant que 10, c'est un héros, on va dire, moyen. Niveau 13, c'est plus ou moins la Justice League. Et niveau 16, ça veut dire que ouais, t'es quand même un gars assez balèze. Voilà. Donc, une fois que tu vois ça, tu dois essayer de réfléchir à la conception du groupe avec les autres personnages joueurs, de voir ce qu'ils vont jouer pour pouvoir essayer de mémoriser, de connaître leur histoire et d'utiliser cette histoire-là quand le moment sera venu. Petit rappel quand même, vous êtes meneur de jeu, vous êtes des arbitres, vous n'êtes pas l'adversité que vous allez contentionner dans le but de foudroyer tout le monde. Voilà. Je dis ça maintenant parce que c'est ça tout le problème qu'il peut y avoir dans Mutant Masterminds, pour avoir déjà fait des campagnes là-dessus, des campagnes courtes, mais des campagnes quand même, c'est que on peut avoir une grosse intrigue qui se présente, et en fait, au moment où ça se résout, un peu à l'image d'un alien, il y a un quatrième acte
où les rivaux, potentiellement, ou une faction contre laquelle le personnage des personnes du groupe a une complication, peut intervenir et tenter de changer la donne. Et en fonction de si vous réussissez ou si vous ne réussissez pas, ça peut avoir des grandes conséquences. Donc jusqu'à présent, on a parlé de la perspective des niveaux, de la perspective que les personnages, c'est une équipe très hétéroclite, qu'il faut prendre en compte leur histoire, et surtout, de par la connaissance que vous allez avoir des personnages, d'être capable d'utiliser les éléments au bon moment. Au moment où je vous parle, j'ai fait une vidéo pour parler, il y a quelques temps probablement, où j'ai décidé de parler de comment je conçois les scénarios. Donc du coup, il y a le rapport temps, intrigue, niveau de intrigue et temps, intrigue, niveau de menace, on va dire. Voilà, le nombre de tâches, quand je dis intrigue, c'est le nombre de tâches aussi. Ça permet en fait de consolider une approche en fait de designer l'histoire. Sauf que quand on est dans Mutant Mastermind, il vaut mieux voir les choses un peu comme une issue. Alors, l'avantage avec une issue, c'est que quand je parle d'une issue, c'est comment dire ça, quand les BD à l'échelle américaine, ben, c'est le petit fascicule avec voilà, ça de pages à peu près, qui propose une aventure et qui, à la fin, donne envie de s'engager pour pouvoir passer à autre chose. Des fois, il ne faut pas chercher à faire très compliqué. Vous allez faire situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, résolution de situation, conclusion. C'est une façon de faire comme une autre. Mais je vous conseille plutôt de le faire plutôt dans une structure en 4 actes. Et ce qui m'a inspiré en fait comme réflexion cette chose-là, c'est Young Justice. Voilà, une série animée autour des personnages de DC avec des jeunes super-héros. Il y a toute une trame autour d'une saison qui se profile. Il y a différentes aventures qui finissent par se produire, mais il y aura toujours un petit élément, une espèce d'acte 4, qui peut se retrouver en fait, où cet élément important peut se retrouver soit à l'acte 1, soit à l'acte 4, qui va témoigner en fait de l'évolution des personnages vis-à-vis d'une espèce de longue intrigue qui devient un arc narratif. Alors, s'il faut designer souple, je vous dirais que pensez un arc narratif aux alentours de 9 sessions, pas plus. Mutant Masterminds a une facilité de jeu et un très très gros avantage selon moi. C'est un jeu de type TTRPG, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de figuration qui est mise en place. Pourtant, quand tu dois spatialiser les choses, c'est très très compliqué. Imaginez que vous faites par exemple une espèce de VTT Foundry ou Roll20 où le truc il s'étend jusqu'à combien de hex, comme c'est pas possible, le nombre de cases, représenter les différents éléments du conflit serait très très compliqué quand tu as des personnages qui se déplacent très très vite. C'est du TTRPG, mais plus focalisé sur le théâtre de l'esprit, avec une idée de la spatialisation, une bonne connaissance des choses. Le mieux, c'est si jamais par exemple vous avez peur de pouvoir gérer la situation, je vais vous donner mon astuce. Si vous êtes dans un conflit, on va dire, où tout le monde est placé à la même enseigne, moi je considère de mettre toujours les personnes à une distance de 25 mètres. 25 mètres, pourquoi? Parce qu'un personnage qui est très rapide peut le parcourir sans trop de problème. Ça laisse du temps pour l'anticipation. Ceux qui veulent aller au contact va devoir en fait non seulement avancer, se projeter par action de mouvement, et en plus de ça, s'il y a des éléments du décor ou que par exemple vous décidez de dynamiser les choses avec un système de réaction, ce qui n'est pas impossible, vous pouvez faire en sorte en fait de faire que quand les personnages traversent une certaine distance et surtout que la trajectoire est plus ou moins prévisible, faire jouer le système des défenses. Vous avez des caractéristiques. Les caractéristiques principales, je crois qu'il y en a à peu près, je crois qu'il y en a 8. Et ensuite, vous avez les systèmes de défense qu'on appelle dans les systèmes des sauvegardes. Vous avez
Là, vous avez la parade pour se protéger, c'est la classe d'armure du corps à corps, l'esquive, la classe d'armure à distance, la fermeté, c'est la résistance aux maladies, aux poisons, etc., etc. La dureté, là, c'est les points d'armure, donc la défense physique du personnage, et la volonté, c'est la résistance aux effets magiques, élémentaires, etc., etc. L'avantage, c'est que comme on est dans un monde de super-héros, faire en sorte que les personnages, quand ils décident d'amorcer une action, euh, même en pensant par exemple au fait est-ce que le personnage agit ou jusqu'à quel point faut-il agir, est-ce qu'on peut essayer de mettre une réaction pour pouvoir poser en fait une évolution et un dynamisme. Si vous vous basez uniquement sur la manière de faire du CB System D1, vous allez vite rendre les combats ennuyants. Apprenez à avoir une idée de, par rapport à la distance, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui vont se passer? Le terrain, comment vous le représentez? Finalement, ça ressemble assez à des jeux assez abstraits du type Ryotama, puisque, rien que sur DTRPG, Mutant Masterminds a une approche qui est plutôt théâtre de l'esprit. Imaginez, vous êtes dans une situation où vous devez exposer les personnages. Vous êtes au début de la campagne. Est-ce que vous allez faire en sorte qu'ils se retrouvent dans une taverne? Non, parce qu'en fait, on est dans un monde de super-héros. Quel est le meilleur moyen de montrer un groupe hétéroclite qui finit en fait par briller? Vos personnages auront probablement un niveau, puisqu'en moyenne, on vous conseille de faire commencer les personnages au niveau 10. Il y a très peu de registres où vous commencez au niveau 1 pour aller au-delà. Mais le meilleur moyen de mettre en avant les personnages, vous devez designer un début d'aventure, vous devez le faire en pleine scène d'action. La ville est envahie, il y a des ennemis, une bonne partie des ennemis commence à s'effondrer, les personnages ne sont pas encore visibles à l'horizon. Dans l'ordre de priorité d'initiative, vous allez faire les personnages agir, s'introduire, mettre en forme leur action. Et quand il s'agirait des mécaniques, le moment où on passe à la phase de combat, où les gens vont tirer leur système d'initiative en début de campagne, le mieux, c'est toujours de faire en sorte que le moment de tirer l'initiative vient après la longue introduction. Mais pendant le process, vos personnages sont en train de faire quelque chose. Des ennemis sont disséminés ça et là. Les ennemis que vous avez mis sont à leur portée. Je dirais même que dans le système de vie, qui est un système de degré d'échec, ils peuvent même avoir accusé quelques coups. Parce que ça fait un moment que les créatures étaient en train d'être envahies. Mais pourtant, pour représenter les joueurs de manière vaillante, eux, ils n'auront rien. La chose qu'ils auront pour eux, c'est un bonus d'avantage. Ils devront passer ce qu'on appelle des challenges. Dans le cas présent, par exemple, ça pourrait être, si c'est une invasion de robots géants, que les douilles de la mitraillette géante du méca en question lâchent, enfin, que finissent par tomber au sol, tandis que votre personnage est en train de se déplacer pour essayer de sauver la veuve et l'orphelin. Il devra faire un test d'esquive. Après avoir sauvé les personnes, surtout s'il s'agit d'un speedster, avoir le rapport de vitesse plus l'avantage, donc un petit bonus de 5, ce sera un avantage majeur, lui permettra de surpasser la difficulté où on va considérer que bon, ça va être une petite promenade de santé, donc une petite difficulté 15. Voilà, on n'est pas à l'abri à ce qu'il se rate, mais vous devez être généreux dans la première scène, puisque c'est une chose que le monde sait que les personnages sont des héros, c'en est une autre que les joueurs ressentent qu'ils sont des héros. Et utiliser les mécaniques seules ne suffiront pas. Voilà. Vous faites agir les différents personnages, vous les faites briller, et une fois que tous ils ont brillé, là vous faites apparaître un lieutenant ou un boss, peut-être même le représentant de la petite invasion qui, en fait, par hubris ou par désir de conquête, se révèle aux adversaires les plus forts. Et à ce moment-là, vous faites
le combat avec la perspective que vous connaissez déjà, test d'initiative. Vous regardez qui va agir, quelle est l'action à encourager, etc., etc. Si vous devez garder en tête quelque chose, c'est la spatialisation doit toujours se faire dans un ordre de à quelle distance vous vous trouvez vis-à-vis de tel ou tel ennemi et non pas qu'est-ce qu'il y aura possiblement sur le chemin. Les moments où il va y avoir des éléments qui vont en fait altérer les circonstances dans la bataille sont des choses qu'il vaudrait mieux ne pas poser au départ dans la première scène parce que les joueurs ne seront pas habitués à opérer avec certains bonus. Il y a des mechas, ils ont décidé de détruire la ville en lançant certains assauts. Il y a peut-être de la poussière de bâtiments, ce genre de choses-là. N'appliquez pas ça tout de suite. Laissez ça pour une scène où ils seront confrontés à quelque chose de similaire. Voilà. Donc là, on a parlé d'une approche assez simple. Mais pour concevoir une issue, je dirais qu'il faut à peu près en matière de pensée en temps de jeu et en matière de casting, quelque chose de l'ordre de il vous faut des bons sbires au début, je parle pas de notion de niveau, mais je veux dire une quantité de sbires pour que tout le monde puisse briller. Et surtout, il y a un avantage qui s'appelle takedown. Quand vous battez un sbire et que le sbire est tombé à cause d'une de vos attaques, vous pouvez bouger à la moitié de votre score déterminé, ce que détermine votre score de mouvement, pour aller vers la prochaine cible qui est considérée comme un sbire, et c'est une capacité qui peut s'enchaîner. Sauf que ce n'est pas quelque chose qui est propre à tous les personnages. Donc, je dirais que s'il faut garder un score précis du nombre de sbires qu'il pourrait y avoir, tout en sachant que chaque sbire est à seulement 1 degré d'échec, ils ne sont pas capables de faire de succès critique, mais ils peuvent faire des échecs critiques, et ils ne peuvent faire des succès critiques que contre d'autres sbires. Voilà. Donc je dirais que pour éviter de surcharger une scène, vous devez mettre 3 x 4, 12, je dirais à peu près 12 à 15 sbires à peu près au début. Et surtout, les sbires sont beaucoup plus vaillants quand ils sont forts. Et il faut surtout pas oublier que les sbires, c'est un statut. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un personnage avec un statut bien précis. Par exemple, je crois qu'il y a les ninjas maîtres, je crois que c'est les Jonin, c'est ça? Si vous connaissez Naruto, vous voyez de quoi je vais parler. Là, par exemple, les Jonin ont un très bon score sans pour autant avoir des scores de super-héros, mais pourtant peuvent constituer une menace. Si vous décidez que, par exemple, dans cette scène d'ouverture, vous n'avez pas envie de faire confronter un gros méchant en guise d'introduction, mais juste un mob qui est quand même assez conséquent, ben le mieux c'est de considérer qu'il n'a pas de statut de sbire, puisque le statut de sbire c'est toi qui décides en tant que meneur de jeu si tu décides de le prendre ou de l'enlever. Qu'est-ce que ça change? À peu près 4 degrés d'échec. 1 degré d'échec sur son test de dureté fait que le personnage s'évanouit si c'est un sbire. S'il n'a pas ça, il est soumis à peu près aux mêmes failles que vous. C'est-à-dire que premier degré d'échec, bah, tu as un malus de 1, ensuite moins 2, puis ensuite moins 3 et tes mouvements sont diminués de moitié. Et ensuite, quatrième degré d'échec, ton personnage est inconscient. Cinquième, le personnage est considéré comme mourant et tu dois faire des tests. Tu dois réussir au pire, soit au meilleur, tu dois faire 2 tests de succès contre la mort. Ou si tu fais 3 échecs au test contre la mort, ton personnage décède. Voilà. Tout en sachant évidemment que si c'est un PNJ, l'état mourant fait que ça dépendra tout simplement de l'intention que les personnages joueurs auront de tuer ou non les personnages. C'est pour ça qu'il y a une règle qui est mentionnée dans la partie meneur de jeu qui te dit parfois il y a des scénarios où tu peux blesser les personnages, que les blessures soient persistantes,
ou que les attaques ne sont pas nécessairement considérées comme létales, puisque par défaut tu es dans un setting de super-héros, et les super-héros, ça peut arriver qu'ils ne tuent pas. Donc quand un personnage a besoin de tuer, ou a envie de tuer, il faut dire j'attaque avec l'intention de tuer, et ça permet de rectifier la chose. Donc, on revient encore à cette structure en 4 actes. Vous prenez les 4 actes, tout en sachant qu'il y aura toujours un début de quelque chose, la poursuite et la conclusion. L'acte 1 et l'acte 4, c'est à vous de voir comment vous allez orienter le choix concernant les arcs narratifs. Et vous devez vous poser la question, est-ce que l'arc narratif, il sera relié au personnage, tous ensemble? Est-ce qu'il est relié à un personnage ou est-ce que ça n'a rien à voir? Moi, l'astuce que j'aurais tendance à garder, si je me base sur tous les trucs de héros que j'ai vus, puisque évidemment, une des meilleures inspirations qu'on peut avoir, c'est de regarder des séries sur les super-héros. Young Justice, Justice League, la série d'Avengers des années 2000, 2009, tout ça. Très très bon, très très bonne référence d'ailleurs. Ben, quand tu vois que l'équipe se compose, c'est toujours avec une menace qui est très très forte, qui a une approche qui n'est pas seulement directe, mais qui est très subtile et qui peut en fait avoir tous les rapports qui sont intéressants chez une organisation. La logistique, l'effectif, parfois si c'est des extraterrestres ou des machines, la capacité de se dissimuler, être capable d'avoir une incidence sur certains lieux et pouvoir retourner la situation à leur avantage, et surtout un bel arsenal. C'est un très très bon moyen de commencer. Commencer un arc narratif ou une campagne de Mutant and Mastermind, vaut mieux commencer avec un truc qui n'a rien à voir avec l'équipe et qui viendra en fait légitimer le fait que les personnages agissent en équipe. Est-ce que est-ce que ça change quelque chose si par exemple vous décidez de jouer une équipe unie? Ça va dire pas hétéroclite, mais qui font partie d'une même thématique de jeu. Ça change pas grand chose. Et je dirais que quand il y a des fois, de la même manière que des ennemis peuvent se liguer et monter une organisation dans le but de dominer le monde, ben à la petite échelle, une équipe de super-héros qui est centrée autour d'une thématique a forcément attiré les foudres d'une faction adverse sous forme d'organisation, et un bon moyen de les introduire, c'est de les introduire face à un conflit dont ils connaissent déjà les ennemis, qui ce n'est pas la seule fois où ils ont été confrontés à cela, et voire même que vous les avez vaincus à un certain moment. Voilà, vaut mieux faire comme ça. Après, s'il faut parler en fait des trois structures, c'est-à-dire la possibilité que les choses n'ont rien à voir, comment vous faites? Ah ben, dans ce cas, le livre du meneur de jeu vous propose des fois un moyen de simuler des intrigues avec en page, je crois que c'est à partie du manuel du meneur de jeu où on te dit il y a tel type d'ennemi, tel type d'élément, tel sujet, du genre par exemple tu peux tirer que un membre de ta famille a été kidnappé, enfin, a été kidnappé par tel individu avec telle motivation de base, mais tu comprends pas pourquoi il s'en est pris à ce membre-là de ta famille, et tu peux suggérer, il y a pas mal de tables qui sont données. Si vous en êtes là et vous êtes en train d'écouter et vous voulez faire du Mutant Masterminds, vous avez le livre de base mais pas le livre du meneur, considérez que le livre de base, le livre du meneur, le Power Profile, voilà, le livre sur les gadgets, s'il est déjà sorti. Et ouais, j'aurais dit Super Team aussi, mais Super Team, ça serait un petit peu. Je pense que c'est intéressant, mais je ne vais pas en dire plus. Je considère que c'est ces quatre-là qui sont les plus importants. Livre de base, livre du meneur,
euh, le Power Profile et le livre du gadget. Voilà. Alors, voilà, qui existent dans la gamme proposent des choses qui sont thématiques, comme par exemple le supplément cosmique, le supplément Super Team. Là où le supplément Super Team, pour ceux qui s'intéressent vraiment au supplément Super Team en version originale, si jamais il n'est pas sorti en version française, le supplément Super Team vous permet de composer des équipes. Alors, il y a deux types de catégories de personnages dans un groupe. Que vous décidez de faire une super équipe thématique, ou que vous décidez de faire en sorte que vous acceptez totalement que vous êtes des sortes d'Avengers avec des héros très disparates, c'est que en fait, il y a, on va dire, deux formes d'icônes qui vont représenter votre personnage. Sur l'aspect social et sur l'aspect combatif. Donc il y en a qui vont spécialiser, par exemple, sur l'aspect combatif, sur le rapport offensif, défensif, qui s'appuie sur les invocations, qui a une certaine approche pour manœuvrer. Et sur l'aspect social, par exemple, ça peut être le charmeur, le leader, le spécialiste de l'intellect, le joker, le personnage imprévisible, le personnage sombre, etc. etc. Le truc qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une espèce de statut que tu vas greffer sur ton personnage et qui va bouleverser le système de création. En fait, ils vont vous dire, tu veux être de cette catégorie-là, voici ce qu'on te conseille. Il te faut cet avantage-là, ce pouvoir-là, les gens qui ont ce pouvoir-là tombent dans cette catégorie-là, voici les compétences que tu dois avoir, etc., etc. Moi, j'aime bien comment le jeu a fait en sorte que dans la continuité des suppléments qui sont rajoutés, il y a bel et bien de nouvelles règles qui s'ajoutent, mais il n'y a rien de plus qui s'ajoute sur la feuille de personnage. Ce qui fait que les joueurs arriveront à comprendre. Et j'ai fait l'exercice avant de lire le livre Super Team et après avoir le livre Super Team. C'est unanime, avoir le livre Super Team te permet de mieux composer un personnage. Mutant Mastermind fait partie de ces jeux que j'apprécie, où en fait la méta, c'est jouer de la meilleure des façons, la meilleure des progressions, c'est celle que tu avais dans tes idées à la base, et non pas celui qui a le truc à exploiter le plus fort possible. Ça n'existe pas, le truc à exploiter tout ça. Tout a un coût. Ce que tu vas, si par exemple tu dépenses genre 15 points de pouvoir, c'est-à-dire l'équivalent de un niveau de pouvoir, dans une capacité, ça veut dire que tu t'es assis sur 15 points de pouvoir que tu aurais pu te servir pour autre chose. Voilà. La meilleure méta, c'est tu vois le héros là que tu avais envie de concevoir. Au début, si tu commences au niveau 10, voilà, tu avais telle quantité de points. Voici ce que tu as pu faire. Ce que tu n'as pas pu faire ou ce que tu voudrais faire par la suite, eh ben, du coup, ça sera à toi de l'échafauder. Et le truc qui est intéressant, c'est que par rapport à certains autres jeux que j'ai un jeu, qui est le double système de luxe, où tu commences en ayant déjà la forme la plus adéquate de ton personnage. C'est-à-dire qu'on te donne suffisamment de points pour que le perso que tu joues puisse déjà être dans l'orientation et les fonctions, on va dire, pas optimales, mais bien avancées. Ce qui fait que, ce qui est l'équivalent dans les niveaux, dans les systèmes des 20, c'est le personnage, c'est comme s'il commençait déjà au niveau 4, niveau 6, niveau 8. Ah ben Mutant Mastermind, il a pris cet axe-là, c'est-à-dire le fait de pouvoir concevoir, de designer un personnage et te laisser une piste d'amélioration. Je crois que c'est Grifter dans Wildcat, c'est ça en matière de comics, où c'est juste un personnage qui est mercenaire, qui a des pistolets laser, qui est un peu, qui est un peu nihiliste, un peu déconneur, tout ça. Ben, à un moment donné, je crois qu'il est en couple avec une femme qui est télépathe, et du coup, il apprend la télépathie dans un registre beaucoup plus limité. Ce qui veut dire qu'il avait déjà une façon de se battre bien précise, et qui s'est étendue au contact d'autres personnes. Ben, des pistes d'évolution, ça peut tout simplement être ça. Mais faites très attention, surtout si vous êtes meneur. Un personnage qui est capable de tout faire et d'avoir accès à tout, ça fait que dans ce monde-là, il n'est pas super du tout.
Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est là où justement intervient des éléments mécaniques de jeu, comme par exemple la notion de fit, qui est très différente quand même du système de fit du système d'Eva, c'est-à-dire les feats te donnent des habilités spéciales, mais les habilités sont beaucoup plus condensées, beaucoup plus limitées. Voilà. Finalement, il tient ça de son grand frère qui est True 20. Et au passage, quand tu construis le personnage avec le fit, il y a aussi un autre élément qui rentre en compte, que je vous conseille de mettre sur tous les personnages dans le doute, si jamais vous venez à jouer, à concevoir des personnages pour une campagne, c'est de mettre ce qu'on appelle un descriptif. Par exemple, un descriptif, c'est ça dit où est la source principale d'évolution et de ce que le personnage a de spécial. Par exemple, il y a des pouvoirs dans le Power Profile qui sont basés sur la chance. Alors, ça ne fait pas de toi un méta-humain, un sorcier ou quelqu'un avec des pouvoirs, mais le pouvoir est bel et bien. La chance est bel et bien un pouvoir qui existe. Par exemple, trouver que, par exemple, tu as été frappé par la bonne fortune ou parce que en fait tu as une grand-mère qui était douée en sorcellerie et que pour une raison obscure, elle a voulu te protéger de certaines choses et que tu exploites ce pouvoir latent sans vraiment le comprendre, tu mets ça en descriptif. Est-ce que ça va coûter des points de pouvoir? Est-ce que ça ne va pas compter? Si ça donne trop de propriétés spéciales, ça devrait donner des points, mais ça permettra au moins de construire le personnage en question. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la structure pour évoluer dans la campagne? Ben, je crois que c'est tout, hein. Je vous ai parlé de l'évolution, du début, de la disparité, de la place de l'équipe, de, du rapport hétéroclite d'une équipe. Euh, qu'est-ce que je voulais zapper? Ah si, je pense que j'ai zappé un truc. C'est de la même manière que vous avez en fait des complications qui gravitent autour de certains principes comme des ennemis ou des faiblesses, vous pouvez faire en sorte aussi que en matière de complications, il y ait des interactions entre les personnages. Des personnages peuvent être très très hétéroclites, mais peuvent avoir un passif positif ou négatif ensemble. Et mettre ça dans les complications peut aussi être quelque chose d'assez révélateur. Prenons un exemple. Vous avez un personnage, un vilain. Le vilain, il a une espèce de fascination. On va partir dans un truc totalement, on va dire, totalement kitsch, très gothamien, mais qui fonctionne. Vous prenez un personnage. Le personnage, c'est un super-héros qui a comme thématique, en fait, il est fasciné par les oiseaux. Il veut transformer tous les gens en oiseaux, il veut leur donner la capacité de voler, et qu'il a une espèce de... comment dire ça? Il a eu une espèce de malédiction totem qui lui donne l'habilité de voler, mais en échange, lui soumet à certaines épreuves qui sont, on va dire, typiques du totem qu'il est censé représenter. Je sais pas moi, par exemple un vautour ou un condor ou etc. etc. Ben, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que ce personnage-là, en complication, c'est que c'est un personnage qui est rapide, qui a un gros rapport dans la technologie, un ornithologue, il a la capacité de communiquer avec les oiseaux, à tel point que c'est effrayant. Il connaît évidemment de la génétique, c'est-à-dire que ses pouvoirs ne sont pas seulement magiques, mais technologiques, scientifiques, avec des mutagènes, tout ça. Mais la première personne qu'il a décidé, en fait, comment dire ça, de modifier avec succès, ben, c'était sa petite amie de l'époque. Ils seront tous les deux dans la trentaine. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire que, en complication, qu'il aime énormément sa petite amie et qu'il serait dévasté si jamais il se passe quelque chose. Mais aussi, comme deuxième complication, un peu comme ces aigles qui volent et puis qui font des acrobaties en s'accrochant les serres, ben que
ils ont toujours été motivés par le frisson qu'ils ont ensemble de braver des dangers. Tu peux faire en sorte qu'il est surprotecteur avec sa copine, mais en même temps a un sens profond du danger, ce qui fait que ça peut lui mener à certaines imprudences. De la même manière, le personnage qui est aussi la petite amie, ça peut être son second, comme certains oiseaux de proie par exemple, qui sont souvent plus gros que les mâles. Vous pouvez faire en sorte qu'elle ait une apparence beaucoup plus physique, qu'elle soit beaucoup plus résistante. Il a une volonté de protection envers elle, mais pourtant elle, physiquement, elle lui est supérieure sur bien des points et surtout sur l'aspect physique et la résistance. Mais qu'en fait, elle a aussi, par exemple, dans ses complications, le facteur très émotionnel qu'elle pourrait avoir, c'est justement de cibler les adversaires les plus faibles, d'avoir tendance à les sous-estimer. Et au moment où justement c'est son petit ami qui a subi les conséquences, elle a tendance à se démoraliser, à la gripper et à partir en essayant de trouver une porte de sortie. C'est une possibilité en fait. Au travers de tout ce que j'ai dit là jusqu'à présent, je pense que je vous ai déjà dit à peu près comment comment avoir certaines pistes pour pouvoir évoluer. Je trouve que c'est assez décousu, mais ça témoigne bien de la souplesse dont j'avais envie de parler. La souplesse du scénario, la souplesse d'introduction des personnages, de ce que le jeu est capable de faire, la manière de construire le scénario aussi. Si vous avez une idée qui est kitsch, allez-y, foncez. Si vous voulez traiter quelque chose de sérieux, allez-y. Mais faites très très attention dès qu'il s'agit, en fait, quand les gens veulent faire quelque chose de dur, des fois c'est assez... comment expliquer ça tranquillement? C'est des fois difficile pour certaines personnes de comprendre que ce n'est pas parce que le monde est dur ou que les thématiques sont dures qu'il y a certains éléments que l'on peut considérer comme présents dans certaines fictions, que c'est souhaitable de les avoir à une table. Voilà, je pense que je laisserai ça à votre interprétation, tout en concluant en disant que Mutant Masterminds permet de simuler en vrai n'importe quel autre univers. Alors, son grand frère, qui est True 20, permet de simuler tous les univers, y compris le super-héros. Mais Mutant Masterminds permet de simuler du super-héros et aussi pas mal d'autres éléments si vous savez exactement quoi faire. La manière dont c'est mis en place, l'accent que j'ai mis par exemple sur les complications, qui dit qu'il y a les complications, ça veut dire que les éléments vont intervenir, mais surtout la manière dont les personnages surpassent ça, ou peut-être même au moment où ça arrive, je sais qu'il y a des meneurs de jeu, quand ils font intervenir une complication, ils donnent un point de héros à la personne concernée pour pouvoir surmonter ça. Tout en sachant que techniquement, au début de la prochaine partie, s'il n'y a pas trop eu de problème, tu récupères un point de héros, me semble-t-il. Donc c'est plutôt pas mal. J'avais l'impression d'avoir zappé quelque chose et je crois que la chose que j'ai zappé, c'est tout simplement combien de temps ça prend en moyenne Mutant Masterminds. Et c'est peut-être là où justement quand je vous dis qu'il faut designer souple et designer une issue, vous avez vu une issue, comment ça se passe pour les BD. Bon, vous avez vu un épisode de Justice League ou d'une série basée sur les super-héros, très bien. Vous voyez ça, les phases où vous êtes pas en héros et vous êtes en civil, il faut faire vivre ces choses-là. Vous devez faire vivre les personnages en tant que civil, en tant que super-héros, dans l'intrigue principale. Ça, on va dire que ça prend 2 pensions sur le truc. Et surtout que quand il y a une conclusion, la conclusion, si par exemple on est sur le fait que l'intrigue qui relie l'arc narratif se passe au 4e acte, que
qui ne puissent pas être capables de résoudre la chose tout de suite et de bien faire comprendre que quand vous allez construire votre aventure, ils vont ils vont pas pouvoir en fait tenter de régler les choses. C'est un petit peu comme moi je vois ça un peu comme Sonic. Dans Sonic le Hérisson, vous battez le Docteur Robotnik, vous l'avez vaincu, oh là là, mais il se barre, il va aller ailleurs pour essayer de faire sa merde. C'est exactement le même principe. Ce qu'on appellerait de la direction de jeu, c'est un élément qui revient assez souvent dans les vidéos récentes que je traite, dans la direction de jeu, les personnages joueurs, les héros, peuvent tomber inconscients, se faire capturer, et les joueurs doivent comprendre que c'est nécessaire pour pouvoir avancer, parce que une des choses qui peut faire du tort, et c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur les complications, les choses qui peuvent intervenir, les challenges, les éléments modificateurs sur le terrain, un élément qui peut vraiment poser problème dans les jeux de rôle de super-héros, et c'est arrivé dans la première campagne que j'ai faite, et après je me suis expliqué avec les joueurs, et c'est assez mieux passé, c'est que quand on est des fois dans un jeu de rôle action-aventure, les gens ont tendance à penser dans la logique no retreat, no surrender, et c'est vraiment la logique du marche ou crève. Ça ne fonctionne pas bien avec Mutant and Masterminds. Essayez de faire en sorte que lors d'une session 0, vous expliquez cette chose-là aux joueurs. Et si on prend en compte le fait qu'il faut faire vivre les personnages en dehors de leur costume, qu'ils ont des éléments aussi qui se passent avec le costume. Il y a l'aventure principale, il y a un autre élément qui est bon aussi de pouvoir gérer, c'est d'essayer de trouver des petites interludes, des petites intrigues où certains personnages vont pouvoir travailler la relation qu'ils ont l'un avec l'autre. Si ils sont dans une équipe qui est très hétéroclite, la moindre des choses, c'est qu'il y ait un minimum de tension entre les deux, tension dramatique, j'entends. Voilà, à vous de savoir comment vous allez mettre de la forme dans tout ça, et aussi essayer d'éviter que ce soit cyclique. Parce que le drame peut venir, par exemple, d'une échelle personnelle, évidemment, c'est le premier truc qu'on parle de drame, mais ça peut être aussi dans une différence de manière de faire les choses, de traits de caractère qui peut être dommageable, ou encore, par exemple, ne pas se comporter de la bonne façon vis-à-vis d'une controverse. Par exemple, faire une intrigue. C'est toujours intéressant de faire une intrigue où, surtout dans l'ère actuelle où on est, puisque c'est vrai que l'univers étendu de Mutant Masterminds est quand même assez large, faire une perspective dans laquelle où en fait on est dans une période avancée où dans les médias il y a un rapport où l'information circule plus vite que la vérité et l'information n'est jamais très claire, où elle est toujours à charge. Faire en sorte que, par exemple, un potentiel antagoniste dans un arc narratif, ou voire même au sein d'une interlude ou d'une session de jeu, ce soit un personnage civil, le désaccord qu'il peut avoir entre les personnes et la manière de faire peut aussi intervenir pour qu'on soit un personnage. Parce que avant qu'on essaie de voir les choses, c'est-à-dire comment on fait du jeu de rôle de super-héros, il ne faut pas oublier que pas mal de magazines, pas mal de documentaires parlent du fait que un petit peu que le monde des super-héros c'est un petit peu de la mythologie moderne, et de la même manière que dans cette approche assez polythéiste gréco-romaine qu'on a au niveau des divinités, et aussi d'une approche assez théâtrale dans les premiers âges antiques, que les divinités soient perfectibles et justement soient confrontées à leur vanité au regard d'un peuple plus mortel pour pouvoir en fait les faire mûrir et être plus responsables de leur pouvoir, est toujours un arc qui est bon à prendre pour chacun des personnages. Éviter la répétitivité. C'est bien des fois de juste faire une aventure et puis elle n'a pas de lien avec l'intrigue principale. Le monde évolue avec les personnages, il évolue pour le meilleur et pour le pire avec les personnages joueurs, ce sont des protagonistes, mais le monde continue d'évoluer sans eux, et les décisions qu'ils ont décidé de prendre
ou de ne pas prendre sont obligés d'affecter d'autres parties du monde. Être capable de gérer tous ces éléments-là, ça demande justement cette souplesse qui vient déjà de cette compréhension-là que je vous ai présentée. Et quand vous regardez le temps que vous avez pour une session, en vrai, Newton and Masterminds, c'est pas comme les TTRPG classiques où tu as des personnages avec une énorme quantité de points de vie et les combats durent 4 heures. Vous avez un système de degrés d'échec. Pour ceux qui ne savent pas et qui sont tombés sur cette vidéo, vous faites un jet pour toucher la personne. Ensuite, la personne doit faire un jet pour savoir si elle a été blessée. Et si elle échoue d'un point, ok, d'accord. Enfin, si elle échoue, ben, c'est foutu. Elle échoue de 5 degrés, elle prend 2 degrés, il prend 2 degrés d'échec au lieu d'un. Quand tu cumules plusieurs degrés d'échec d'un coup, ça a des conséquences. Ça peut te mettre des complications, par exemple. Ça peut étourdir ton personnage, tu prends que la moitié des actions, ou 3 degrés d'échec, etc., etc. Ce qui fait que une issue, avec tout ce que je vous ai présenté et la manière de faire ou les choses qui pourraient être exposées, j'arrivais à faire des sessions de 18h à 20h30 et des fois 20h. C'est-à-dire à peu près 2 heures de partie, voire plus. Et ça suffisait amplement. Je dirais même que c'est là où c'est très intéressant, comme certains types de jeux où tu ne te perds pas dans des combats qui sont très longuets, c'est que quand quand tu vois la structure de l'issue que l'on peut utiliser en s'inspirant des comics, tu peux faire une partie de 2 heures, 2h30 qui est très complète, alors que tu peux avoir des parties de 4 heures d'un autre jeu où il s'est passé énormément de choses, mais tu te dis, c'était bien. Mais là où je mettrais en garde, c'est que il y a des fois où tu te dis, ouais, mais on n'est pas obligé de s'arrêter là, peut-être qu'on devrait continuer. Non, je pense qu'il y a vraiment une vibe dans Mutant and Masterminds où le temps que tu vas donner à une intrigue et que tu es prêt à jouer, vaut mieux t'y tenir et vaut mieux se retrouver un autre jour pour pouvoir continuer la session puisque ça vient casser en fait la continuité de la manière dont vous avez agencé les actions. Voilà. Et comme c'est un jeu de rôle de super-héros, bon, je sais qu'il y a un moment où il y a une section dans la partie meneur de jeu où il vous parle de récompense. Si vraiment vous jouez dans un registre super-héros, méfiez-vous. Ne donnez pas de récompense. Les récompenses doivent être très très rares. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu tout de suite en tête la version de 2003 de Tortue Ninja. Où pendant un moment, Leonardo avait une épée et un gantelet qui lui permet d'utiliser des ultrasons. Ça serait un objet, c'est un objet unique. Elle peut se briser. Elle aura peut-être pas un nombre d'utilisation, mais elle pourrait se briser. Elle est en dehors c'est en dehors du champ d'équipement du personnage, puisqu'il y a une notion où en fait, il y a un objet, un truc qu'on appelle le device, et il y a ce qu'on appelle un équipement. Par exemple, tu prends une épée, elle se brise. C'est un équipement. Tu changes de scène, tu as une autre épée. Il n'y a pas de oui, mais tu vas aller dans une de tes plans. Non, ellipse, tu as déjà ton arme. C'est un device, c'est une épée, elle a des propriétés spéciales, elle a une origine spéciale, elle est brisée. La retaper va être un peu compliqué. Tu peux décider d'ellipser comme pour un équipement, en dépensant un point de héros pour restaurer l'arme, ou décider que jusqu'à la fin de l'intrigue, elle ne soit pas utilisable. C'est à vous de voir. La différence entre l'équipement et le device, l'équipement, c'est quelque chose qui est accessible au commun des mortels dans le setting dans lequel tu es. Un device a des propriétés spéciales, parfois une et voire même plusieurs, et permet de changer le registre. Ce qui fait que par exemple, si tu prends un équipement, tu vas avoir un avantage qui te donne des points d'équipement. Donc
C'est assez généreux le système d'équipement. Tu peux être large. Si tu le mets sous forme de device, si c'est le device en fait, il fait partie de ton arsenal de héros, tu prends la quantité de points nécessaires et tu la fiabilises. Mais tu n'es pas obligé de la comptabiliser. Par exemple, imaginons, on va prendre l'exemple de l'épée de Leonardo qui va lancer des ondes de choc et le corps qu'il faut avec. Tu peux décider que cette arme-là, par exemple, elle fait, au vu de l'arme, au vu de ses propriétés, je dirais facilement, elle coûte 10 points de pouvoir. Si tu l'as obtenu et que c'est un objet, scénaristiquement, qui t'a été donné parce que c'est une trouvaille que tu as trouvée chez une faction d'en face. Tu peux noter qu'elle vaut 10 points de pouvoir, ne pas le comptabiliser parce qu'il est unique, mais attendre d'avoir 10 points de pouvoir et dire au meneur de jeu, je veux l'ajouter à mon arsenal. Quitte à officialiser le truc en personnalisant l'apparence de l'arme, plus qu'elle ne l'était. Et ça fonctionne très bien comme ça. Voilà. Allez, j'ai assez parlé de la souplesse du jeu, j'avais vraiment envie de parler de Mutant Mastermind. Il y a pas mal d'autres vidéos en perspective, mais je pense que j'ai plutôt bien rattrapé le truc. Hein, voilà. Je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez des questions en rapport avec Mutant Mastermind, allez-y, parlez en commentaire. Je vais prendre le plaisir à vous répondre, que ce soit en commentaire ou si vraiment ça demande une vidéo plus étendue, que je le fasse. Si vous ne connaissez pas Mutant Mastermind, ben, allez chez Black Book Édition. Ils proposent les livres en vente. Et si vous voulez, par exemple, être comme moi et vous avez commencé, moi j'ai commencé parce que en fait, je sentais que ça avait un potentiel énorme. Donc j'ai trouvé ça génial. Donc c'est pour ça que j'ai quasiment toute la gamme. Voilà. Ben, vous allez sur la boutique de Green Ronin pour le prendre en version anglais, évidemment. Mais c'est de l'anglais plutôt compréhensible. Ouais, bon, il y a des fois, il y a des jeux, ils ont un anglais un peu alambiqué, tu vois. Là, ça va, c'est abordable. Donc, franchement, foncez. C'est un jeu qui est excellent, qui a une grande souplesse, qui est l'héritier d'un jeu qui a ce rapport, qui te donne le choix du choix. Ah ben, j'ai envie de dire, franchement, c'est dommage qu'on n'en parle pas plus de ce jeu-là. C'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler, parce que je trouve que c'est une très très bonne alternative en matière de système des vins. Et le fait de pouvoir, avec la souplesse inhérente d'une expérience épisodique, et le fait qu'il n'y ait pas tellement des combats qui se perdent en longueur, l'expérience condensée peut peut-être donner une bonne bouffée d'air frais aux gens qui en ont besoin. Donc allez jeter un œil là-dessus. Allez, je vous laisse. À la prochaine fois.